Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour votre nouveau débat politique en direct et en public depuis l'espace Ouest France avec Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Nous sommes très heureux d'accueillir le binôme de la liste Rennes en commun pour la France Insoumise et puis d'autres mouvements qui vous ont rejoint pour cette campagne des municipales 2020, campagne qui se profile. Merci en tout cas à Enora Lepape. Bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions Ouest France et TV Rennes. Jean-Paul Tual, bonjour. Bonjour. Grand merci également à vous. Nous sommes ensemble durant 26 minutes pour balayer les grands thèmes de la campagne rennaise. Nous parlerons beaucoup de circulation, nous parlerons de sécurité, nous parlerons d'emploi, nous parlerons aussi rayonnement de cette capitale régionale. Et si vous avez des rêves aussi pour Rennes, n'hésitez pas à nous les donner. Tout est permis dans cette émission. Première question qui sera une question d'actualité avec vous, Vincent. Oui, effectivement, question d'actualité. Donc hier, près d'1 million de Français ont défilé dans les rues contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Édouard Philippe. 13 000 personnes à Rennes, c'est beaucoup de monde. Vous étiez, je suppose, hier dans les manifestations. Alors pourquoi cette réforme des retraites ne doit pas être faite alors qu'il y a quand même la problématique des 42 régimes spéciaux qui posent des petits soucis à une certaine partie de l'opinion, on va dire? Alors, pour parler de la réforme des retraites, donc il faut savoir qu'actuellement, le gouvernement, ce qu'il a dit, c'est que le financement des retraites ne va faire que 14% du PIB. Donc, c'est-à-dire qu'on a un régime de retraite qui est contraint au niveau financièrement. Et on a bien vu, et tout le monde n'est pas dupe là-dessus, c'est qu'on va faire des économies sur les retraités. Alors, ce qu'il propose, mais bon, c'est encore un peu flou, parce qu'on sent qu'ils reviennent. Ce qu'il propose, c'est la retraite par points. Et la retraite par points, c'est un régime complètement injuste, puisque c'est l'idée que chaque génération aurait un système de points en fonction de sa durée de vie. Mais des personnes dans une même génération n'ont pas le même travail, n'ont pas eu les mêmes temps d'activité. Par exemple, les femmes ou les hommes prennent des congés parentaux, mais il y a aussi il y a les grossesses, etc. Donc, je pense qu'il faut voir aussi que ce régime par points ne sera pas plus universel et plus juste de toute façon. La pénibilité de certains De métiers. plus, exactement, on exclut la pénibilité. Il faut savoir qu'actuellement, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. Voilà pourquoi, en tout cas, la France Insoumise, nous proposons... Et sur la problématique, on a bien vu la communication gouvernementale était très axée sur les 42 régimes spéciaux, donc pour devenir ils souhaitent un système universel. Est-ce qu'aujourd'hui, les 42 régimes spéciaux doivent être maintenus ou il faut les réformer? D'abord, il appartient à ceux qui les ont négociés de demander leur avis. Ce qui n'est pas vraiment tout à fait le cas, même si on voit bien qu'il y a une espèce de jeu de rôle. Là, on voit bien qu'il y a un petit peu d'hésitation, on va dire ça comme ça, au niveau du gouvernement, vu justement la puissance de la journée d'hier et la suite, parce qu'aujourd'hui, ça continue évidemment quasiment au même niveau, notamment dans les transports, mais aussi avec les raffineries, etc. Il y a moins de monde dans les rues quand même. Il faut bien que les gens y aillent faire leurs courses. Mais n'empêche que la profondeur du mouvement d'hier, c'est pas une profondeur qui va s'arrêter. C'est un cycle de contestation forte qui s'installe dans le pays. Il y a un an, ils ont eu les gilets jaunes, ils n'ont pas tout compris. Là maintenant, ils ont les gilets jaunes, plus les syndicats et plus la masse des gens qui... Donc, ça va, d'année en année. Le gouvernement a reconnu que le gouvernement n'avait pas réussi à rassurer les Français. Donc je pense qu'ils vont ouvrir peut-être un peu plus de négociations. C'est un gouvernement qui ne fait que rassurer les riches et les très riches. Alors quelles sont les solutions de la France Insoumise pour les retraites? La solution de la France Insoumise comment on fait pour réformer, s'il faut réformer? Alors ça, c'est un sujet qui concerne des négociations avec les organisations syndicales, de tous les secteurs confondus, secteur public, secteur privé. Et après, et pour nous, à partir du moment où on rétablit un certain nombre de droits, comme le droit de partir à la retraite à 60 ans à taux plein, ça veut dire derrière réinventer tout un système de reconnaissance des années d'études, d'apprentissage, la pénibilité s'il y en a, parce que l'objectif de la pénibilité, c'est que normalement elle disparaisse aussi. C'est pas normal d'avoir des métiers trop pénibles, il faut aussi travailler là-dessus. Mais, comment dirais-je, l'argent, il y a un gros problème de répartition des richesses, si vous voulez.
On voit bien que les plus-values dégagées par des activités qui n'emploient pas de personnel ne sont pas taxées à une hauteur suffisante. Par contre, des entreprises qui ont beaucoup de main-d'œuvre pour exécuter leur mission sont de fait pénalisées. Donc on voit bien qu'il y a de quoi faire, il y a du grain à moudre pour effectivement remettre la retraite à 60 ans pour tous. Moi, j'avais une question sur la mentalité un peu hier de cette manifestation. On sentait que c'était plurigénérationnel, que derrière les retraites, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les grands-parents. Enfin, je veux dire, ça semble mobiliser toutes les catégories, on va dire, familiales. Parce que retraite, ça voulait dire quelque chose, c'était sécurisation des parcours, et là, on se sent un peu dans l'incertitude. Pour abonder, Stéphane, à Rennes, on a observé ça, il y avait 2 manifs en fait. Il y a eu une manifestation drivée par les syndicats qui s'est très très bien passée, la préfecture l'a saluée, et puis il y a eu malheureusement, et comme quasiment à chaque fois à Rennes, 500 casseurs qui ont été tapés les vitrines du boulevard de la Liberté. Donc qu'est-ce que ça vous fait penser tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui la casse, honnêtement, dessert la mobilisation d'hier? Bien sûr, mais bien sûr qu'elle dessert la mobilisation d'hier. Nous, ce n'est pas nos modalités d'action. Comme on vous a dit, nous, on était dans le cortège, derrière les syndicats, à notre place, avec des propositions pour améliorer ce régime des retraites. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, il y avait 15 000 personnes à Rennes dans cette manifestation, il y avait toutes les générations confondues, des familles avec poussettes, il y avait quand même une très bonne ambiance. Et voilà, il ne faut pas occulter toute cette belle mobilisation par des événements. Personne ne l'a occulté, mais ce qui est, entre guillemets, ce que peuvent regretter notamment certains manifestants et certains syndicats, c'est que 300 casseurs, entre guillemets, à la fin de la manifestation, cassent la vitrine, ce qui fait que certains ne retiennent que ça, malheureusement. Ou se mettre en tête de cortège, ce qui s'est passé à Paris et hier aussi. Au-delà vraiment des retraites qui focalisent un peu l'attention intergénérationnelle, est-ce que vous avez le sentiment aussi que dans une manif comme hier, il y avait des sous-couches de revendications, le monde agricole, la lutte pour le climat, les retraites, ce qui avait conduit aussi les Gilets jaunes à démarrer, c'est-à-dire sur le prix aussi du carburant. C'est toute une série de sous-couches qui est en train de le manger mieux. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est cette accumulation qui en fait un mouvement d'aujourd'hui et comme on a pu le constater? Vous avez raison, donc vous avez bien observé l'évolution des phénomènes de contestation. Il y a effectivement, et hier c'était très révélateur de ce que vous dites, une convergence. Pour le coup, c'était pas qu'un 20 mots, c'était une réalité de toutes les interrogations de la façon dont la société fonctionne et dont le monde économique dominant fonctionne, les problématiques environnementales, les problématiques sociales avec la question des retraites, mais pas que, d'emploi. Donc, si vous voulez, c'est aussi la cause animale. Hein, et si vous voulez, c'est ça qui doit interpeller un tout pouvoir, notamment celui-ci, là. C'est qu'il n'y aura pas de mesurettes. Les gens n'attendent pas des mesurettes. Les gens attendent effectivement que la politique serve leurs intérêts au quotidien dans tous les segments de la vie, quoi. Alors, une élection que vous allez pouvoir proposer, c'est les municipales à Rennes. Voilà. Donc vous allez, en mars 2020, vous lancez ce soir un appel à l'Assemblée citoyenne, à la Maison Bleue, à 18h30. Donc ça consiste en quoi, l'appel citoyen? C'est-à-dire c'est avoir toutes les bonnes volontés ou tous ceux qui veulent vous aider à participer au programme ou à l'aventure des municipales à Rennes? Oui, c'est exactement ça. C'est une assemblée citoyenne qui est ouverte à toutes et à tous. Donc nous invitons en fait tous les Rennaises et les Rennais de s'approprier de Rennes en commun. Car c'est pas de venir nous aider, c'est eux qui doivent construire ce programme, cette liste. Et l'objectif de cette assemblée citoyenne, c'est décider ensemble, collectivement, de comment on va constituer la liste, c'est-à-dire la proportion de personnes encartées, de personnes non encartées. C'est 50-50 chez vous. Ça va se décider ce soir. Ça va se décider ce soir, exactement. Mais ceux qui sont tirés au sort, parce que vous avez un système de tirage au sort, doivent quand même partager vos idées. Parce qu'on ne tire pas au sort. De toute façon, c'est sur des personnes qui se reconnaissent sur le programme de Rennes en commun et déjà des mesures phares que nous avons mises sur la table, notamment en matière des transports. Est-ce que vous allez
entendre avec les Verts. En 2014, vous étiez parti avec les Verts. J'ai l'impression que cette année, ils ne veulent pas trop de vous. Vous avez déjà la réponse, monsieur. Mais je vous la pose quand même. Est-ce Oui, que mais vous écoutez, pensez qu'il peut y avoir encore des je ne sais pas si la caméra la voit, mais il y a eu une main tendue. C'est vrai, vous la avez main, tendu la elle main, est c'est toujours, elle prend le froid là, en ce moment. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Mais de toute manière, vous allez avoir les 61. Vous allez, sans les Verts, vous pouvez de toute manière vous proposer votre projet. Il n'y a pas de problème. Oui, Donc, Écoutez, vous avez publié dans Ouest France aujourd'hui les 100 propositions des Verts. une première série de propositions. Vous en avez 260, j'ai lu. Ouais, peut-être même plus. J'en ai plus. Mais bon, on ne va pas chipoter pour quelques centaines de propositions. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que l'on commence à voir, n'importe quel observateur peut constater qu'il y a des propositions qui se recoupent, bien évidemment. Par contre, il y en a qui, curieusement, ne se recoupent pas et qui, étonnamment, devraient l'être. Dites-nous un peu les points de convergence. Je pense qu'on va arriver sur la question des transports. parce que- On va y aller parce qu'on a le sentiment que y arrive petit à petit. la thématique, alors il y avait la sécurité la fois d'avant, l'emploi, il y a deux élections antérieures. Là, tout le monde s'accorde à reconnaître les problèmes de circulation. Il en va aussi de la planète, hein, mais comment on résout ça ? En sachant que vous vous êtes beaucoup déplacé, vous avez été à Dunkerque pour aller trouver des idées. Et Grand Sainte. Et vous proposez notamment une mesure phare qui est la gratuité des transports. Vous l'avez même budgété, ça coûterait 47 millions d'euros à l'année. Alors maintenant, c'est comment vous la financez? Alors, comment on la finance? Nous avons aussi réfléchi à cela. Donc, il y a 3 sources de financement. La première source de financement, ce serait d'augmenter le versement transport. Actuellement, il est de 2%. Nous allons le monter à 2,5%. Donc, le versement transport, c'est une taxe que versent les entreprises de plus de 11 salariés. Et ça me permettrait aussi une mesure en faveur des petites entreprises et des artisans. Car actuellement, ces petites entreprises et ces artisans doivent payer la moitié de l'abonnement de transport de leurs salariés. Alors que là, ils n'auront plus rien à payer puisque ce sera gratuit. Donc ça, c'est une bonne mesure. Mais il restera les 47 millions d'euros à payer. Donc l'augmentation de versement, ça représente combien sur les 47? Ça correspond à 27 millions. Okay. Exactement, ça il correspond à 27 millions, donc il en reste. Donc deuxième source de financement, ce serait la mise en régie des parkings qui sont actuellement gérés par Citédia. Donc ici, on récupérait 6,5 millions. Donc ensuite, on fait le calcul, il reste à peu près 13,5 millions. Et là, il faut enlever tout ce qui est coût des machines, de billettique, de l'impression des billets, toutes ces dépenses qui sont liées à la billettique. Et ensuite, il reste à peu près 10 millions. 10 millions sur un budget de Rennes Métropole de 1 milliard. Donc ça passe. Oui, je veux dire, c'est vraiment important de mettre ça en avant. Oui. Alors au-delà de que, oui, pardon, allez-y. Sachant que la gratuité, c'est énormément de choses positives. Premièrement, c'est une mesure environnementale. Actuellement, sur notre territoire, 100 personnes meurent à cause de la qualité de l'air quand même. Donc il y a vraiment une urgence à lutter là-dessus. Sur les bouchons sur la rocade, il faut aussi des alternatives à la voiture. Donc, nous proposons cette mesure qui est à la fois donc, sociale aussi, puisqu'il faut des mesures en faveur du pouvoir d'achat. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Il faut des mesures pour aider à la mobilité des personnes, etc. Est-ce que ça profite à qui en fait? Parce que beaucoup les Rennais, ceux qui habitent le centre-ville de Rennes, ont des revenus qui sont plus conséquents que ceux qui habitent peut-être à l'extérieur de Rennes. Et ce métro, il ne traverse que la ville de Rennes. Est-ce que vous pensez que la gratuité sera utile pour la personne qui habite à 20-25 km de Rennes, qui vient uniquement le week-end pour faire justement, ses la courses? question que je voulais vous poser, est-ce que vous modifiez aussi l'axe des transports en commun pour peut-être c'était la tourner... prochaine question sur le RER. Voilà, mais oui, mais le RER métropolitain. Non, mais est-ce que vraiment vous y associez forcément une meilleure peut-être organisation? Parce que la gratuité, oui, mais faut-il encore aller pour les gens de l'extérieur avoir le bus le plus rapidement possible? En fait, messieurs, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que notre proposition d'accès libre au transport en commun, gratuité, accès libre, c'est une partie d'un tout. Le tout, c'est l'amélioration aussi des pistes cyclables. C'est aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, le RER métropolitain.
Et nous considérons qu'effectivement, une évolution pour donner d'autres choix aux Rennaises et Rennais et aussi aux non-Rennaises et aux non-Rennais, pour éviter ces 80% de voitures avec une seule personne qui bouchonne le matin et qui rebouchonne le soir. Il faut vraiment donner des solutions. Et nous, on veut vraiment provoquer un choc des comportements avec cette gratuité, cet accès libre qui permettra, en conjonction d'ailleurs avec l'ouverture de la 2e ligne du métro, qui va libérer quand même un peu de place dans les bus, ce choc-là va permettre que des gens changent de mode de déplacement. Donc du coup, la gratuité, l'accès libre des transports en commun, plus l'amélioration du vélo, donc nous mettra en situation aussi de pouvoir poser, le jeu de mots, poser les rails d'un nouveau RER métropolitain. Et cette triptyque-là, pour nous, elle est vraiment complètement cohérente. Ce qui est pour nous indispensable pour gagner absolument un air un peu plus respirable, comme l'a dit Enora, un pouvoir d'achat un peu plus conséquent à la fin du mois pour les familles, et aussi un apaisement général. Vous devriez aller à Dunkerque, vous rendre compte comment c'est apaisant de pouvoir monter et descendre d'un bus par les 3 portes. Ça paraît peut-être détail, mais c'est pas rien. Beaucoup de tensions se passent dans la porte côté chauffeur. Donc le chauffeur, il a son volant à s'occuper, sa tournée, plus la caisse, plus faire un petit peu le gendarme, mais tout ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on contribue aussi à cet apaisement de la société. Alors, une des propositions que vous proposez, comme les Verts, c'est le RER métropolitain. C'est pas une nouvelle proposition, ça existe depuis 2014. Donc vous l'avez budgété entre 500 et 900 millions d'euros. C'est quasiment une nouvelle ligne de métro, parce qu'une ligne de métro, ça coûte en gros 1 milliard. Et vous vous associez cette fois-ci avec la SNCF, c'est ça ? Le déploiement d'un RER métropolitain, forcément, ça commence par une négociation conséquente avec la région, l'État et la SNCF. Et comment vous financez les 900 millions? C'est pareil. Pardon? Les 900 millions, vous les financez comment? Les impôts? Cette question-là, ça posera en cours de route. Parce qu'en fait, c'est important. Non, mais il faut bien se donner une cible entre 500 et 900 000. Qui paye? Pardon? Qui paye? Non, mais justement, c'est l'objet de la négociation. Oui, mais c'est la SNCF ou c'est pas le contribuable ne paye pas? Non, mais parce que le métro, le contribuable a payé. La région gère les TER, mais n'est pas propriétaire de tout. Donc il y a bien une part des... Donc en fait, ça serait un deal avec la SNCF qui vous mettrait gratuitement à disposition un RER alors que ça vaut 900 millions d'euros. Non, mais déjà, il faut regarder à partir de l'ingénierie ferroviaire, il faut regarder ce qu'il est possible d'optimiser aujourd'hui en l'état, voir éventuellement ce que l'on peut améliorer pour effectivement augmenter des cadencements de nouvelles rames dans un circuit assez court, pas plus de 30-50 km autour de Rennes, sur les 5 voies principales. Et avoir donc d'une façon graduelle les investissements nécessaires pour monter en gamme d'offres pour donner des solutions aux familles qui ne sont pas à Rennes. La parade de la majorité sortante, c'est les bus en site propre en fait, qui coûtent moins cher. Oui, mais il n'y aura jamais autant de trambus. Là, il y a 5 voies ferrées qui partent de Rennes, voire même qui font presque tout le tour de Rennes. C'est quand même tout à fait légitime et comment dirais-je, sérieux pour l'argent des contribuables de Rennes Métropole d'essayer d'optimiser ces voies ferrées. Vous voyez, ce premier jalon-là, gagnons-le et nous verrons comment nous évoluerons pour les autres. Alors, 19 minutes pratiquement déjà d'émission, ça file très vite. On parle toujours aussi dans une élection d'emploi, d'assises aussi économiques. On connaît aussi votre schéma. Est-ce que Rennes doit redistribuer davantage de richesses entre une ville-centre, les villes de Rennes Métropole? Parce qu'il y a ce double jeu élection municipale rennaise, mais la portée métropolitaine. Oui, vous savez qu'actuellement, 85% des activités de service sont concentrées dans Rennes, intra-rocade. Donc il faut évidemment qu'il y ait un rééquilibrage de toutes les activités de bureaux, de services, plus dans la métropole, puisque comme ça, les personnes ne seront pas obligées de venir sur Rennes, donc on pourrait la rocade, d'utiliser la voiture, etc. Et ce qui est important aussi, donc ce qu'on peut rajouter sur le RER métropolitain, c'est que ça donne des solutions aux personnes de la métropole, mais aussi aux habitants qui ne vivent pas, qui vivent en dehors de la métropole. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce projet cohérent, global, à long terme, de connecter le train au métro.
Car c'est ça que nous voulons, c'est-à-dire que les personnes ne soient pas obligées de prendre la voiture et que ce soit le plus simple de prendre le train et d'arriver directement. C'est ça aussi que fait le RER métropolitain. C'est donner aussi des solutions à des personnes qui ne sont pas dans la métropole. C'est ça qui est important. Alors, il nous reste très peu de temps. Il y a deux questions qui m'intéressent. Je voudrais vous entendre. C'est sur la sécurité. En début de semaine, il y a une bande de mineurs qui a agressé un étudiant de 20 ans qui a été frappé au sol. Il y a ce sentiment d'insécurité à Rennes. Quelles solutions vous proposez? Est-ce qu'il faut plus de police municipale, plus de caméras de surveillance? Les Verts proposent plus de policiers municipaux pour enrayer ce sentiment d'insécurité. Écoutez, là, ouais, comme vous le dites, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a effectivement des faits délictueux qu'évidemment chacun peut condamner. Vous savez, les effets de bande, ça date pas d'hier. Peut-être vous-même, peut-être vos parents, vos grands-parents. Ça a toujours été comme ça, les phénomènes de bande. Du coup, il ne s'agit pas de faire de l'événementiel, en faire une politique un peu comme Sarkozy. Dès qu'il y avait un chat écrasé quelque part, il y avait une loi. Bon, donc du coup, quand on regarde par contre d'une façon un peu plus fine et un peu plus sérieuse, du coup, ce qui se passe, si on prend cette bande de jeunes ou ces deux bandes de jeunes dites de Villejean. Oui. Non, enfin, je ne sais pas, ils ont été cités dans West-France comme étant de Villejean, ou même d'ailleurs. Mais si on regardait un petit peu le parcours de vie de chacune de ces familles concernées, vous ne pensez pas qu'on pourrait trouver quelques leviers où on pourrait, nous, force publique, intervenir, peut-être en donnant plus de moyens au CCAS, plus de moyens. Il y a une partie de ces bandes, c'est des mineurs isolés qui sont sans parents, qui viennent ici et qui effectivement vivent de vol dans le centre-ville de Rennes. Et là, le conseil départemental en héberge une grande partie. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà des aides. Mais ça ne les empêche pas de commettre des... Pour revenir de ce qu'on pourrait faire au niveau municipal, donc il faut savoir que actuellement la police nationale par exemple a baissé ses effectifs. Il y a 10 ans, on avait un policier ou une policière pour 450 personnes et actuellement on a un policier pour 600 personnes. Tout est concentré également à la Tour d'Auvergne. Il n'y a plus de commissariat dit de quartier qui fonctionne après 17h. Après 17h, par exemple. Donc, et nous, au niveau municipal, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, c'est vrai qu'on pourrait augmenter les effectifs, sachant qu'il y a 70-75 agents sur Rennes actuellement, et que c'est un petit peu en deçà des villes de même taille. Mais pourquoi augmenter les effectifs? C'est aussi pour pouvoir les déployer sur des quartiers avec des mini-maisons de la tranquillité, c'est-à-dire où il y aurait un ancrage, vraiment que les policières et les policiers municipaux puissent connaître les habitants, les commerçants. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a dit. Il y a des commerçants qui nous ont dit, bah oui, nous on aimerait bien qu'il y ait ce lien de confiance. Ah oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous avez des choses à déclarer? Les caméras de surveillance qui sont proposées plus à droite, on va dire. Mais... non, les caméras de surveillance, déjà, on a bien vu que c'était inutile pour prévenir des délits et aussi bien aussi pour résoudre des affaires judiciaires. On l'a bien vu à partir d'un rapport. Et ce que les gens veulent, c'est de la présence humaine. C'est vraiment ce qu'ils veulent et c'est ça qu'il faut leur donner. Donc là, vous êtes un peu d'accord avec les Verts, parce qu'ils veulent aussi mettre plus de policiers municipaux. Oui, nous avons des points de convergence, c'est pour ça qu'il y a eu une main tendue également. Non, mais Monsieur Jarnigon, votre question ne concerne pas que le fait récent d'une bande de jeunes. C'est le sentiment de sécurité qui est relancé par ces... Justement, ce que je vous proposais, c'est d'élargir un petit peu le regard sur les incivilités. On en entend parler. On va beaucoup dans les quartiers, quand même. On y habite dans les quartiers, qu'on sait bien comment ça se passe. Et effectivement, le sentiment d'insécurité est souvent vérifié par toute une série de faits, d'actes, etc. Et nous sommes convaincus, à force de discuter avec des gens dans différentes situations, d'abord, y compris même des organisations syndicales, mettons de chauffeurs de bus, qui sont souvent aussi ou des gens qui sont dans des accueils, tous les accueils publics souffrent à peu près des mêmes maux, en termes de, les mots sont hauts, les violences verbales sont fortes, les agressions physiques peuvent être là aussi, y compris dans le commerce, tout ce qui est accueil au public. Il s'avère quand même qu'une grande partie, une grande majorité des gens qui passent à l'acte délictueux, ce sont des origines
psychiatrique, c'est des origines psy. Alors regardons pourquoi il y a autant de gens qui sont en passage à l'acte de cette nature-là. Regardons l'état dans lequel se trouve le système psychiatrique, notamment à Rennes. On le voit à Guillaume Régnier régulièrement. Regardons comment se passe l'accompagnement des gens en difficulté, etc. C'est ça qu'il faut regarder. Et mettons les moyens où il le faut, quoi. Alors on arrive vraiment au terme de cette émission. On a lancé avec vous déjà depuis plusieurs semaines cette campagne des municipales. Vous étiez un binôme. Le binôme va prendre forme le 18 janvier prochain d'une tête de liste. Eh ben oui. Entre vous deux. Mais ça, c'est pas vous qui jugez, c'est ça? Exactement, exactement. Il y a une assemblée citoyenne le 18 janvier qui aura lieu à Carrefour 18 et ce seront les participants qui le décideront. Ce sera un match entre vous deux, mais vous vous entendez bien. Parce que c'est vous deux comme le binôme, donc il y aura un des deux qui sortira du chapeau. C'est une élection, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas non, que y a pas que nous qui allons se présenter. Enfin, voilà, tout est encore ouvert. C'est l'idée d'ailleurs. Les candidatures des Rennaises et des Rennais pourront se faire dès la semaine prochaine sur le site internet. Ce soir, on pourra en discuter lors de notre assemblée citoyenne. On porte surtout une méthode ce soir. Ce soir, on définit d'une méthode et le 18 janvier, on mettra des noms dans la méthode. Dans la méthode. Et on connaîtra aussi des personnes de la société civile qui... les 61 personnes, voilà, les quasiment, oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Enora Le Pape. Merci, Jean-Paul Tual. On était très heureux de vous accueillir avec Vincent Jardigon pour ce débat politique. Merci, rendez-vous très vite ici depuis l'Espace Ouest France.